Il y a un truc que j'ai toujours trouvé génial dans la saga Harry Potter, c'est le concept de l'épouvantard. Si vous faites partie des rares personnes n'ayant pas encore lu le livre ou vu des films, sachez juste qu'il s'agit d'une créature ne disposant pas d'apparence propre, mais qui a la sale manie de prendre la forme des pires craintes de toute personne ayant la malchance de croiser son regard. C'est très malin comme concept de créature, parce qu'au-delà d'une énième entité venue enrichir un lore déjà très fourni, on a droit ici à l'une des rares illustrations visuelles abstraites du concept de peur, aussi irrationnelle que tangible, et qui peut changer drastiquement d'un individu à l'autre. Bien que n'existant pas dans notre monde, la notion d'épouvantard ne nous est pas tout à fait étrangère, puisque chacun de nous a un rapport très personnel à la peur. Ça peut être des peurs théoriques comme l'échec, la mort, la solitude, ou les innombrables phobies auxquelles vous pouvez penser, de la crainte des clowns à celle d'un canard qui vous observe en permanence. Non, rigolez pas, c'est un vrai truc, voilà, ça s'appelle comme ça. Celles qui sont liées à un imaginaire collectif comme le Slenderman, ou l'archétype de la petite fille taciturne et creepy qui a les cheveux qui lui tombent sur le visage, ou des choses plus concrètes comme le sympathique courrier qu'on reçoit au printemps et qui nous rappelle gentiment qu'on est bel et bien un adulte et que la société attend de nous certaines choses. Chez moi, la peur a pris une forme un peu moins conventionnelle quand j'étais petit. Parce que même si j'étais du genre froussard dans mes jeunes années, ce n'est pas une maison hantée ou un requin qui m'empêchait de fermer l'œil la nuit. Non, chez moi la peur s'est matérialisée sous la forme d'un couloir. Ce couloir. Bon, pour celles et ceux qui étaient les héros détenteurs d'une PS1, vous voyez peut-être où je veux en venir, et pour les autres, laissez-moi vous raconter. On est en janvier 2000, et après des semaines à insister sans relâche auprès d'un ami pour qu'il me prête le jeu du moment, je finis par rentrer chez moi avec l'objet de mes passions. Je monte 4 à 4 les escaliers, m'installe dans ma chambre, mets le CD dans la console, et après le moment d'angoisse propre à tout détenteur d'une PlayStation 1 sur cet écran qui détermine si le jeu va se lancer ou tout simplement planter, je me retrouve face à ça. Metal Gear Solid était entré dans ma vie, et comme des millions de joueurs à travers le monde, j'étais complètement retourné par ce que je voyais. Les combats de boss légendaires, les cinématiques au relent de films d'action hollywoodiens, les mécaniques de gameplay ultra innovants, les graphismes bluffants pour l'époque, je sais qu'en 2024 ça a l'air moche, mais croyez-moi en 2000 ça envoyait du pâté, les conversations de codec qui étaient juste passionnantes, enfin je suppose, parce qu'à l'époque j'avais une copie espagnole du jeu et que du coup je comprenais rien à l'intrigue. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Vous y avez très certainement joué à cette époque, ou peut-être que le nom vous parle au moins, mais la saga Metal Gear Solid c'était juste un incontournable au début des années 2000. Si par aventure vous ne connaissiez pas jusqu'à ce jour, sachez juste qu'on y incarne Solid Snake, un soldat d'élite à la retraite, qui doit infiltrer une usine de recyclage d'armes nucléaires prise d'assaut par un groupe terroriste qui menace de lancer un missile nucléaire sur la Maison Blanche dans 24 heures si Washington ne se plie pas à ses exigences. Snake n'a donc que très peu de temps pour venir à bout des terroristes disséminés un peu partout sur l'île, tout en secourant les otages séquestrés sur place. C'est donc avec un sentiment d'urgence, mais aussi avec beaucoup de curiosité, que je me plongeais dans cette aventure. Les premières heures de jeu se passent tranquillement, avec de l'action et de l'humour savamment dosés. Un coup tu te caches dans une boîte en carton, l'autre tu dézingues une unité entière de soldats armés jusqu'aux dents, parfois tu tombes sur des situations qui sont complètement loufoques, et même si je ne comprenais pas un mot de la langue de Cervantes, j'avais une feuille imprimée sur laquelle mon ami m'avait marqué tout ce qu'il fallait faire pour les premières heures de jeu. Où retrouver le premier otage, comment éviter les lasers dans le hangar à tank, quelle fréquence inscrire sur le codec pour contacter l'allié qu'on a sur la base, bref, tout roule sans accroc depuis environ 3 heures, jusqu'au moment où Snake arrive au deuxième sous-sol menant au laboratoire d'un scientifique détenu par les terroristes. Avant de pouvoir s'y rendre, il faut traverser un long couloir électrifié sur lequel il est impossible de marcher, d'autant plus que la salle est remplie de gaz toxiques de sorte à ce qu'on ne puisse y rester que quelques secondes. Il faut donc ressortir du couloir, emprunter l'ascenseur pour monter d'un étage, chercher un lance-missile télécommandé Nikita pouvant détruire le système électrifiant le sol à distance, revenir au deuxième sous-sol, puis orienter le missile en évitant prudemment les systèmes de sécurité jusqu'à détruire le boîtier pour enfin marcher en toute sécurité jusqu'au sas de décompression qui mène au laboratoire. À l'instant même où l'on entre dans cette salle, il y a tout de suite quelque chose qui cloche. Déjà, on entend ça. Et puis, plus rien. Ni musique d'ambiance, ni appel de codec, ni bruit de caméra, rien. C'est le silence absolu. Et c'est bien la première fois que ça arrive dans le jeu. Un peu comme si on basculait dans autre chose. L'autre truc un peu inquiétant, c'est que le radar qui nous permet habituellement de dévoiler la présence d'ennemis et de voir où on se dirige est inexplicablement HS, rendant impossible toute tentative de se situer dans l'espace. L'agrégation de ces deux éléments ne sont certes pas très rassurants pour le gamin de 9 ans que j'étais, mais bon, je me dis qu'on va encore avoir droit à une scène d'action badass probablement, donc je ne m'inquiète pas plus et j'avance encore un peu. Je franchis la porte, je passe rapidement par un vestiaire, la deuxième porte s'ouvre, et là... Je vais faire un aparté, mais pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, il faut que vous compreniez quelque chose.
À la fin des années 90, on avait un autre rapport aux images qu'aujourd'hui. À l'époque, Internet n'était pas encore démocratisé, les smartphones n'existaient tout simplement pas, et nos cerveaux n'étaient pas habitués à avoir constamment de la violence par un simple swipe vertical. Donc l'impact émotionnel de ce qu'on voyait nous collait à la peau. Évidemment qu'à cet âge-là, j'avais déjà vu des scènes bien plus traumatisantes ou gore, mais c'était dans des films et des jeux qui dès le début annonçaient la couleur, donc je pouvais un peu m'y préparer. Jusqu'ici, Metal Gear adoptait un ton léger, même s'il était destiné à un public adulte. Là, en arrivant dans le couloir, c'est la première fois que je sentais que quelque chose de grave s'était passé. C'est bête, mais même quand tu élimines un ennemi dans Metal Gear, il y a un effet cartoon avec le clignotement du corps, souvent suivi par le lâcher d'un item. Donc quelque part, ça venait amoindrir la gravité de ce que t'avais fait, parce que là, en l'occurrence, tu tuais des gens, mais visuellement, ça se traduisait pas comme ça. Il y avait presque une non-conséquence à ton acte, et limite, le corps disparaissait vraiment, donc t'avais pas le temps de sentir que t'avais ôté la vie à quelqu'un. Là, les corps étaient non seulement bien présents après la mort, mais les éclaboussures au plafond, la profondeur des plaies et les impacts de balles font qu'on a soudainement affaire à une violence beaucoup plus ancrée dans le réel et frontale pour le joueur. En plus, pour ne rien arranger, au moment où le jeu me redonne la main, la tension est loin de retomber, parce qu'on entend une voix bizarre murmurer des incantations incompréhensibles. Et la caméra, positionnée dans un angle zénital, m'empêche de voir devant moi. Et dans Metal Gear Solid, il faut savoir que tu ne peux pas avancer tout en regardant à la première personne. Tu es obligé de t'arrêter pour le faire. Donc t'es un peu piégé par la situation, t'es obligé d'avancer. Donc avec une petite appréhension, je fais un petit pas en avant, et puis il se passe ça. Là vraiment, je fais pas le malin, parce que même si je parle pas espagnol, j'étais assez lucide pour comprendre que fantasma, ça voulait dire fantôme. À ce moment, il y a de nouveaux cris qui se font entendre dans le couloir. Il y a un fondu en noir, et au moment où les mains crispées sur la manette, j'entre-aperçois subrepticement les contours d'une silhouette soulevant un corps en l'air, eh ben les plombs de la maison avaient tout simplement sauté. Donc je me suis retrouvé comme un con, plongé dans le noir et le silence, de temps en temps interrompu par les crépitements typiques de la TV cathodique qu'on avait laissé allumer trop longtemps, pendant que mon cerveau imaginait les pires scénarios. Comme on était dans une région rurale assez mal desservie, le courant n'est revenu qu'au milieu de la nuit, sauf qu'il était déjà 1h du matin, et comme j'avais pas de carte mémoire à l'époque, j'allais pas me retaper 3 heures de jeu, donc je suis allé me coucher bredouille. Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Faut te dire si on envoie une, cette salope. Cette nuit-là avait été assez mouvementée, et je me souviens que j'avais eu toutes les difficultés du monde à m'endormir. Parce que j'avais vu, certes, mais surtout parce que je n'avais pas vu. La seule question qui me travaillait ce soir de janvier 2000, c'est « il y avait quoi au bout du couloir ?» Bien décidé à répondre à cette question, le lendemain je me suis levé aux aurores, et puis j'ai remis ça. Gunfight, boîte en carton, conversation de codec, combat de boss, lance-missile, couloir électrique, et enfin, laboratoire du deuxième sous-sol. J'avais une appréhension de dingue quant à ce que j'allais découvrir derrière cet angle de mur. Pour tout vous dire, j'avais verrouillé la porte de ma chambre pour être sûr que rien ne vienne déranger ce moment, parce que non, on pouvait pas faire pause pendant les cinématiques à l'époque, et je voulais être sûr de ne rien rater. En prenant une grande inspiration, je fais les derniers pas qui me séparent de mon objectif, et là, devant moi, j'ai enfin pu voir de mes yeux ce qui m'avait empêché de fermer l'œil la veille. Et je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas joué au jeu, non, je ne vous révélerai pas ce qu'il y a au bout du couloir, tout simplement parce que c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous dirai tout simplement que c'est quelque chose de beaucoup plus rationnel que ce que mon cerveau angoissé de gamin imaginait, et qu'après ça, le jeu suit une trame plutôt normale. Enfin normale selon les standards de Metal Gear Solid. En fait, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que des années après cette soirée et cette matinée, le couloir hantait toujours mes cauchemars, sans que je comprenne pourquoi. Surtout que dans les années qui ont suivi, j'avais maté un paquet de films gore et de saloperies 1000 fois plus hardcore que ce couloir pixelisé, mais à part une ou deux exceptions, ça m'atteignait pas tellement. Je comprenais pas pourquoi je faisais une fixette sur ce couloir. Et puis un jour, par hasard, je suis tombé sur La patte de singe, une nouvelle de l'auteur britannique William Waymark Jacob, et quand je l'ai lu, j'ai réagi un peu comme ça. Oh mon Dieu! Cette nouvelle, qui avait été écrite par un Anglais un siècle plus tôt, allait me faire comprendre pourquoi un jeu vidéo japonais traduit en espagnol avait hanté le petit garçon que j'étais 20 ans plus tôt. Cette histoire, la voici. Alors, La patte de singe nous raconte l'histoire des White, une famille très normale et sans histoire qui vit tranquillement dans leur petite maisonnette au cœur de la campagne anglaise. Lors d'une banale soirée d'hiver, papa, maman et leur fils adulte Herbert reçoivent le sergent-major Maurice, un ami de la famille qui revient d'une série de voyages récemment entrepris en Inde et qui au cours de la soirée fait allusion à un talisman unique en sa possession, une patte de singe momifiée qui aurait le pouvoir d'exaucer 3 vœux à son propriétaire. Maurice, qui visiblement a été témoin de choses franchement pas cool impliquant la papate, décide de la jeter au feu, mais le père de famille,
par bêtise ou par curiosité, à vous de voir, décide de l'en empêcher et récupère la patoune pour lui. Avant de les quitter, Maurice les avertit néanmoins que chaque vœu a des conséquences terribles et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, mais cet abruti d'Herbert envoie bouler ses avertissements comme un rapport du GIEC et incite son père à utiliser le premier vœu pour avoir 200 livres sterling, histoire de rembourser le crédit de la maison. White Senior s'exécute et la famille va se coucher. Le lendemain, Herbert part au travail et la journée se passe sans accroc jusqu'à ce que quelqu'un finisse par frapper à la porte quelques heures plus tard. Malheureusement pour les White, les nouvelles ne sont pas bonnes ce soir-là, puisqu'un représentant de l'usine employant Herbert annonce au couple que leur fils est mort dans un effroyable accident du travail et que la société les indemnise, je vous le donne dans le mille, de 200 livres sterling. Accablée par le chagrin et le remords, Madame White supplie son mari d'utiliser le deuxième vœu pour ramener Herbert à la vie. Quelque peu hésitant au début, mais devant le désarroi de sa femme, le père endeuillé fait le souhait en question et retourne se coucher. C'est alors que le vieux couple est surpris par le tambourinement de quelqu'un à la porte. Madame White, certaine qu'il s'agit de là de son fils, dévale les escaliers pour aller ouvrir la porte, mais son époux, terrifié par ce que la cruauté de la pâte peut leur réserver comme nouvelle mauvaise surprise, utilise son troisième vœu au dernier moment et annule son précédent souhait. Les coups cessent soudainement, Madame White ouvre la porte, mais uniquement pour voir que la route qui mène à leur domicile est vide et silencieuse, et c'est sur cette fin joyeuse que s'achève la patte de singe de William Wimmark Jacob. Alors là vous vous dites, mais quel est le rapport avec Metal Gear Solid ? J'y viens. La patte de singe, c'est pas seulement une nouvelle super intéressante à lire, et avec une morale universelle qui consiste à dire qu'il faut pas jouer avec le destin, et qu'il vaut mieux se méfier de ce qu'on souhaite, parce qu'on pourrait s'en mordre les doigts. Non. C'est aussi et surtout un extraordinaire plaidoyer sur comment construire et maintenir l'attention tout au long d'un récit. Même si c'est très clairement suggéré et probablement vrai vu les dires du sergent Maurice, aucun élément surnaturel ne s'invite de manière complètement explicite dans l'histoire, mis à part la patte de singe qui bouge lorsqu'un souhait est énoncé. L'accident d'Herbert et le dédommagement exact de 200 livres sterling le lendemain du vœu auraient tout simplement pu être une effroyable mais malheureuse coïncidence, comme il en arrive tous les jours, et les tambourinements sur la porte auraient très bien pu être du fait d'un vagabond cherchant refuge au moment même où les White étaient en plein deuil. Le réel élément effrayant dans la patte de singe se situe en réalité dans sa diégèse, et dans ce qui n'est pas montré. Quand Madame White dévale les escaliers en pensant retrouver son fils défunt, il y a en réalité un millier de scénarios possibles qui l'attendent devant le perron de la porte, du plus horrible au plus inattendu. C'est vraiment un chat de Schrödinger scénaristique, à tel point qu'aujourd'hui sur des forums t'as des gens qui spéculent encore sur ce qui était devant le domicile des White ce soir-là. La tension monte hyper rapidement, en l'espace de quelques lignes, parce que le lecteur que tu es commence à comprendre les implications des vœux formulés à l'encontre de la patte, et tu t'attends à un dénouement macabre ou une mauvaise surprise. Mais quand la porte s'ouvre enfin, cette tension retombe tout d'un coup comme un soufflet. On n'a pas droit à une catharsis ou un élément qui permet de clôturer l'histoire sur une note satisfaisante pour le lecteur. Ça se termine sur l'ambigu, le silence, le néant. Et c'est bien pire que n'importe quelle résolution basée sur du gore, du paranormal ou autre pirouette scénaristique. En fin de compte, cette crainte de ne pas savoir à quoi on a affaire, c'est la même que j'ai eu 20 ans plus tôt tout seul dans ma chambre, avec la confrontation d'un élément d'apparence surnaturelle dans un environnement qui ne se prête pas à ce genre d'histoire. Même si j'ai fini par avoir une réponse à ma question, une partie de moi est quelque part restée bloquée dans ce couloir après toutes ces années. Et d'ailleurs je suis loin d'être le seul, puisqu'en travaillant sur cette vidéo, je suis tombé sur un forum Reddit dans lequel plusieurs joueurs racontent comment ils ont eux aussi été traumatisés par cette scène à l'époque, avec à chaque fois un aspect en particulier qui les avait terrifiés. En ce qui me concerne, je ne sais pas quel élément précis m'avait fait flipper. Était-ce dû à l'absence d'internet et à la difficulté pour l'époque de tomber sur des images violentes, au fait que le jeu était dans une langue que je ne comprenais pas, que la coupure de courant abrupte soit arrivée à ce moment, je ne sais pas. C'est peut-être tout ça et rien à la fois. Mais un peu comme ce pauvre Monsieur White pétrifié par ce qui se trouve de l'autre côté de la porte, l'histoire que je m'étais créée dans ma tête était à la fois plus terrible que tout ce que le jeu aurait pu me proposer par la suite. L'épouvantard, au bout du compte, c'est peut-être tout simplement l'enfer qu'on aura décidé pour nous-mêmes. Une réalité construite par notre esprit et qui cristallise nos peurs les plus intimes, même quand elles sont déraisonnées. The only world that matters is the one in here. And you people believe the craziest shit.